Au dîner, mes parents ricanent, ça fait quoi d'être le vilain petit canard? J'ai répondu, ça fait quoi de perdre celle qui paie votre prêt? Puis j'ai annulé le virement de 4000 euros. Vous vous demandez comment on en est arrivé là? Comment j'ai pu, en une seule soirée, faire imploser toute ma famille? Alors laissez-moi vous raconter. Laissez-moi vous raconter comment le distributeur automatique familial, le plan retraite, sur pattes, a finalement décidé de se mettre hors service. Avant de plonger dans cette soirée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Bien, maintenant, revenons à Lyon. Je m'appelle Élise, j'ai 29 ans, et ce soir-là, je suis piégée. Piégée au Chez Vianney, un de ces restaurants lyonnais classiques, dans le 6e arrondissement. Le genre d'endroit où les murs sont recouverts de boiseries sombres et où le silence n'est rompu que par le cliquetis des couverts en argent sur la porcelaine fine. L'air est lourd. Lourd du parfum trop capiteux de ma mère, Martine, et lourd des attentes non dites. Je suis assise en bout de table. Ma place habituelle. Celle qui paie. Mon père, Grégoire, 60 ans, fait tourner le vin dans son verre avec l'aisance d'un homme qui n'a pas touché une fiche de paie depuis 5 ans. Il porte un gilet de costume que je sais pertinemment avoir été acheté avec ma carte de crédit, celle qu'il emprunte, en pensant que je ne le remarque pas. Il goûte le vin et fait un petit signe approbateur au sommelier. La comédie. Toujours la comédie. Ma mère, Martine, 58 ans, ajuste son bracelet. Son blond est parfait, son visage est lisse, tendu par une procédure que j'ai probablement financée sans le savoir. Elle me sourit. Un sourire qui n'atteint jamais ses yeux. Madame Faure, ma psy, appelle ça la complicité de scénario. Je suis complice d'un scénario que je n'ai pas écrit. Je connais mon rôle par cœur. Je suis Élise, la gestionnaire de risques. Ironique, n'est-ce pas? Je gère les risques financiers pour une grande compagnie d'assurance, mais je suis incapable de gérer le gouffre financier qu'est ma propre famille. À côté d'eux, il y a ma sœur cadette, Amandine, 25 ans, la beauté de la famille. Et son fiancé fade, Charles-Henri, un homme dont la personnalité est aussi inexistante que son besoin de travailler. Mon frère aîné, Simon, est là aussi, avec sa femme, Léa. Ils ont l'air aussi mal à l'aise que moi. Simon, le bibliothécaire, celui qui s'est échappé en choisissant une carrière intellectuelle qui, par un heureux hasard, ne rapporte rien. Il a échappé au fardeau. Il me l'a laissé. J'ai longtemps cru qu'il était un lâche. Ce soir-là, je n'étais pas sûre de ne pas l'envier. Le repas commence. Des banalités. La météo. Une vague plainte de ma mère sur sa santé, juste assez pour me rappeler sa fragilité. Je mange sans faim, mon estomac déjà noué. Je sais que ce dîner n'est pas qu'un dîner. C'est une transaction qui n'a pas encore été nommée. Grégoire pose son verre. Le silence s'installe. Le voilà. Le moment que je redoutais. Alors, Élise, lance-t-il, sa voix portant dans la salle à manger feutrée. Le travail? Ça se passe bien? Je serre ma serviette sur mes genoux. Je le sais. Il le sait. Ce n'est pas une question. C'est une facture. Je déglutis. Le morceau de pain que je viens de manger se transforme en pierre dans mon estomac. Le travail se passe bien, papa. Le marché est stable. J'essaie de garder ma voix aussi neutre que possible. Stable, répète-t-il en sirotant son vin, un petit sourire satisfait aux lèvres. C'est bien. La stabilité, c'est important. Martine, ma mère, pose sa main sur la sienne. C'est le signal. Je les ai observés faire ça des centaines de fois. C'est un balai bien huilé. L'acte 1 est terminé, l'acte 2 commence. En parlant de choses stables, dit-elle, sa voix mielleuse, Amandine et Charles-Henri ont enfin trouvé l'endroit parfait pour leur mariage. Comme par magie, Amandine se met à roucouler. Sa voix monte d'une octave, elle devient la petite fille excitée. Oh, maman, c'est plus que parfait. C'est un masque privé à Gordes. Tu sais, dans le Luberon. C'est divin. Des vignes, une piscine à débordement,
un chef privé. On a des photos. Elle sort son téléphone et le fait circuler. Je vois des images de pierres dorées, de lavande et d'un luxe rustique qui coûte probablement le prix de mon appartement. Charles-Henri hoche la tête, l'air déjà ennuyé par tout ce qui coûte moins d'1 million d'euros. Les parents de Charles-Henri étaient ravis, continue Martine. Le ton de sa voix change, devient plus sérieux. Bien sûr, ils s'attendent à ce que notre famille, enfin, tu comprends, Élise, montre que nous sommes, à la hauteur. Je vois le piège se refermer, lentement, méthodiquement. L'honneur de la famille. La façade. À la hauteur de qui? D'une famille qui n'a pas besoin de compter? Le seul petit souci, dit Amandine en faisant la moue, une moue qu'elle a perfectionnée depuis l'enfance pour obtenir ce qu'elle veut. C'est qu'il faut verser l'acompte avant la fin de la semaine pour bloquer la date. C'est très demandé, tu comprends. C'est le seul week-end disponible de toute l'année prochaine. Silence. J'attends le chiffre. C'est toujours la partie la plus stressante. C'est combien, cet acompte, demande Simon, sa voix basse. Il sait, lui aussi. Il regarde son assiette, comme s'il espérait y disparaître. Oh, une formalité, balaie Martine d'un revers de main. Son regard se pose enfin sur moi. Dur, calculateur. 15 000 euros. 15 000 euros. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. 15 000 euros. Pour un acompte. Je repense au mois dernier, quand j'ai dû repousser mon propre bilan de santé parce que Grégoire avait oublié de me parler de la régularisation d'impôts de la maison d'Écully. Une petite facture de 3 000 euros. J'ai dû payer l'assurance de sa nouvelle voiture, celle qu'il avait absolument besoin. Amandine, dis-je, essayant de garder ma voix neutre, c'est une somme énorme. Oh, Élise, ne sois pas rabat-joie, glousse-t-elle, reprenant son rôle d'enfant gâté. Charles-Henri voulait tout payer, tu sais. Vraiment. Mais ses parents insistent pour que nous ayons une contribution égale. Pour l'équilibre, tu comprends. C'est une question de respect mutuel. Non, je ne comprenais pas. Ou plutôt, je comprenais trop bien. Nous signifiait moi. C'est merveilleux, ma chérie, dit Martine, sans même me regarder. Elle se tourne vers moi, son sourire devenant aussi fixe qu'un masque de cire. Elle sort son téléphone. Élise, tu t'en chargeras, n'est-ce pas? C'est le mariage de ta sœur. C'est pour la vie. Elle tapote sur son écran. Je t'enverrai le RIB du domaine. Elle n'a pas demandé. Elle a affirmé. Et c'est là, dans ce silence pesant, dans ce restaurant trop cher, que j'ai entendu la voix de ma psy, Madame Faure, résonner dans ma tête. Une question qu'elle m'avait posée il y a 3 mois, quand j'avais commencé ma thérapie en secret. Où sont vos limites, Élise? À quel moment cessez-vous d'être leur bouclier pour devenir leur complice? J'ai posé mon verre d'eau sur la nappe blanche. Le bruit a semblé résonner comme un coup de feu dans la salle feutrée. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai finalement dit le mot qu'il n'avait jamais entendu de ma part. Non. Le mot est sorti. Juste un mot. Pas crié. Pas dit avec colère. Juste, posé sur la table, entre les assiettes à pain et les verres à vin coûteux. Non. Si j'avais jeté mon verre de vin au visage de mon père, l'effet aurait été moins spectaculaire. Le temps s'est figé. La fourchette d'Amandine s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le visage de Martine s'est crispé, une toute petite veine battant à sa tempe. Simon, mon frère, a relevé la tête si vite que j'ai cru qu'il s'était fait mal au cou. Il m'a regardé avec un mélange de terreur et d'admiration. « Pardon » dit Martine, d'une voix soudainement glaciale. Le masque de la mère aimante venait de tomber. Je me suis éclairci la gorge. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix, à ma grande surprise, était stable. J'ai dit non. Je ne peux pas. J'ai pris une gorgée d'eau. Je ne peux pas payer 15 000 euros en ce moment. J'ai ajouté la dernière partie, une tentative pitoyable de me justifier, une vieille habitude. J'essaie de constituer mon propre fonds d'urgence. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Puis, Grégoire a éclaté de rire. Un rire sec, aboyant,
qui a fait se retourner les clients de la table voisine. C'était un rire plein de mépris, un rire que je connaissais trop bien. C'était le rire qu'il utilisait quand je faisais une erreur, quand j'échouais à ses attentes. Un fond d'urgence, raille-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Mais tu es le fond d'urgence, ma chérie. C'est ça ton travail. Gagner de l'argent. Il s'est penché en avant, son visage s'assombrissant. Sa voix est tombée dans ce registre bas, menaçant, qui me donnait des crampes d'estomac quand j'étais enfant. Dis-moi, Élise, a-t-il murmuré, mais chaque mot était un coup de poignard. Ça fait quoi d'être le vilain petit canard? La seule ici qui est complètement inutile? Inutile. Ce mot. Ce n'était pas méchant, égoïste. C'était inutile. La seule chose que je n'avais jamais été. Le mot a appuyé sur un bouton. Un torrent de souvenirs m'a submergé, si violemment que j'ai eu le souffle coupé. Moi, 10 ans, brandissant fièrement un 20 en maths. Martine, me caressant les cheveux, c'est bien, ma chérie. Tu es la tête de la famille. Notre plan retraite. Elle l'avait dit en riant. Mais ce n'était pas une blague. Moi, 24 ans, tout juste diplômé, mon premier vrai salaire. Martine, en larmes au téléphone. Sa voix, si faible, si terrifiée. Élise, la banque, ils vont prendre la maison. L'entreprise de ton père a échoué, il n'est plus le même. Si nous perdons cette maison, le stress va me tuer. Tu es notre seul espoir. Ce soir-là, j'ai mis en place le virement permanent. Celui qui payait leur prêt immobilier depuis 5 ans. J'avais été utile. Si utile que j'en étais malade. Le rire de Grégoire s'est éteint. Il me regardait, attendant que je m'excuse, que je m'effondre, que je cède, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose, grâce à ces 3 mois de thérapie secrète, avait finalement cédé. J'ai souri. Un vrai sourire, mais froid, très froid. Tu as raison, papa, ai-je dit doucement. Un distributeur automatique inutile devrait être mis hors service. La confusion a traversé son visage, puis la colère. Que veux-tu dire? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts étaient froids sur l'écran, mais ils ne tremblaient pas. J'ai ouvert mon application bancaire. Élise, range ça. Ne fais pas l'idiote, a grondé Grégoire. Voyons voir, ai-je dit, comme si je consultais la météo. Virement. Virement permanent. Élise, a sifflé ma mère. Ah, le voilà. Virement récurrent de 4000 € à Grégoire H. Prévu pour lundi prochain. J'ai levé les yeux vers lui. Ça couvre le prêt de la maison d'Écully, n'est-ce pas? Son visage a commencé à changer de couleur. Élise? J'ai cliqué sur « Annuler ». Puis « Confirmer ». L'application a affiché un petit « V » vert. Voilà. C'est fait. Puis je suis allé dans mes contacts de paiement. Bloquer le contact, Grégoire H. Bloquer le contact, Martine H. Fait. J'ai levé les yeux. Ma mère était livide. Amandine me regardait comme si j'avais fait pousser une deuxième tête. J'ai attrapé ma sacoche. J'ai sorti ma carte d'entreprise. Je l'ai jetée sur la table. Ceci couvrira mon repas et mon verre de vin. Pour le reste, j'ai regardé la table de 8 personnes, le vin cher, les plats de homard. Vous vous débrouillerez. Je me suis levée. Élise, a hurlé mon père, se levant à son tour, sa serviette tombant au sol. Ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis retournée. Qu'avez-vous fait? Vous m'avez désigné comme « plan retraite » à 10 ans. Vous m'avez fait chanter émotionnellement à 24. Je paie pour cette maison, pour vos voitures, pour ce dîner. Je les ai regardés, un par un. J'en ai fini. Je suis sortie. J'ai marché, sans me retourner, à travers le restaurant silencieux. J'ai senti chaque regard sur moi. Je n'ai pas flanché. Je n'ai atteint la porte, poussé, et senti l'air froid de lion sur mon visage brûlant. Je ne savais pas si j'allais m'effondrer ou enfin respirer. L'air frais de la nuit lyonnaise m'a frappé comme un mur.
Je me suis retrouvée sur le trottoir du boulevard des Belges, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai commandé un taxi, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour taper mon adresse. Dès que je suis montée dans la voiture, la réalité m'a rattrapée. J'ai fait quoi? J'ai vraiment fait ça? La liberté que j'avais ressentie en sortant du restaurant a duré environ 30 secondes. Elle a été immédiatement suivie d'un tsunami de culpabilité et de panique pure. Mon téléphone, silencieux jusque-là, s'est mis à vibrer sur mon genou. Et il n'a pas arrêté. C'était une vibration frénétique, hystérique. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Le chauffeur m'a jeté un regard inquiet dans le rétroviseur. Je devais être pâle comme un linge. J'ai regardé l'écran. Une série de messages, tous arrivés en moins d'1 minute. Martine, comment peux-tu nous faire cesser d'IA? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu es un monstre d'ingratitude. Tu veux me tuer? C'est ça? Grégoire, cette crise d'adolescente attardée s'arrête maintenant. Tu vas réparer ça. Tu m'entends? Répare ça. Tu nous fais honte. Amandine, tu as tout gâché. Tout. Je vais perdre le masque à cause de toi. J'espère que tu es contente. Je te déteste. J'ai fixé les mots, les larmes brouillant ma vue. La panique montait dans ma gorge. C'était trop. J'avais l'habitude de leur manipulation, mais jamais à ce niveau. Jamais aussi concentré, aussi vicieux. J'ai failli répondre. J'ai failli taper, pardon, je suis désolé, je vais arranger les choses, je vais payer. L'habitude de 29 ans de céder est une prison difficile à quitter. J'étais la méchante. J'étais celle qui détruisait la famille. Mon estomac s'est noué. J'avais l'impression que j'allais être malade dans le taxi. BZZZT. Encore un message. J'allais éteindre le téléphone. Je ne pouvais plus supporter. Mais mon regard a été attiré par le nom. Simon. Oh non. Pas lui aussi. Mon dernier allié. J'attendais la leçon de morale, le « Élise, tu es allée trop loin, pense à la santé de maman ». Mon cœur s'est serré. J'allais perdre le seul qui restait. J'ai ouvert le message, la mâchoire serrée, me préparant au coup de grâce. Le message disait « Tu vas bien ?» Juste ça. J'ai froncé les sourcils. J'ai attendu la suite. BZZZT. Un autre message de lui. Ce que tu as fait, c'était incroyable. J'aurais dû avoir le courage de le faire il y a 10 ans. Je suis désolé de t'avoir laissé seule avec eux si longtemps. J'ai relu le message. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Les larmes qui avaient menacé de couler à cause de la culpabilité se sont mises à couler, mais pour une raison différente. Mon frère. Mon frère silencieux, celui que j'avais secrètement méprisé pour sa lâcheté, celui qui s'était caché derrière ses livres pendant que je me faisais dévorer, il m'avait vu. Il avait compris. Son message n'était pas seulement un soutien. C'était une excuse. C'était une validation. Ce message, ce simple message de mon frère, a tout changé. Il a agi comme un bouclier contre les assauts de Grégoire et Martine. Ce n'était plus seulement une fuite. Ce n'était plus une crise de colère. C'était le début d'une bataille. Et grâce à Simon, je savais que je n'étais pas complètement folle. J'ai respiré pour la première fois de la soirée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé les lumières de Lyon défiler par la fenêtre. Je ne savais pas encore à quel point l'ennemi était vicieux, ni jusqu'où il était prêt à aller. Mais pour l'instant, je n'étais plus seule. Et cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, j'ai appelé mon bureau. J'ai dit que j'avais une intoxication alimentaire. Ce n'était même pas un mensonge complet, j'avais l'impression d'avoir avalé du poison. La simple pensée de leur message, de leur voix, me donnait la nausée. Je ne suis pas restée au lit à me morfondre. La validation de Simon m'avait donné une force que je ne soupçonnais pas. J'ai pris une douche, j'ai mis un jean et un pull pas le tailleur pantalon de la gestionnaire de risque, et je me suis dirigée vers le centre-ville, sur la presqu'île.
Cédric était mon conseiller financier depuis ma première prime. C'est un homme gentil, méthodique, d'une cinquantaine d'années, qui m'a toujours traité avec une sorte de bienveillance paternelle que je n'avais jamais connue chez Grégoire. Il n'a jamais remis en question les sorties d'argent régulières de mes comptes. Il a toujours supposé que c'était de la générosité familiale. Quand je suis entrée dans son bureau, son sourire de bienvenue s'est figé. « Élise ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air ? J'ai besoin d'un audit, Cédric, l'ai-je coupé. Ma voix était déterminée. Un audit complet. Chaque euro qui est sorti de mes comptes pour ma famille. Depuis 5 ans. Il a vu l'expression sur mon visage et n'a pas posé de questions. Il s'est mis au travail. 2 heures plus tard, il a tourné son écran vers moi. Il était pâle. L'écran était couvert de lignes. Un tableur Excel de l'enfer. 4 000 € par ici, pour le prêt. 1 500 € par là, pour assurance. 5 000 € pour vacances. 2 000 € pour assurance voiture. Ligne après ligne. Des transferts que j'avais faits sous la pression, sous le chantage émotionnel de la santé de maman ou de l'honneur de papa. Et tout en bas, en gras, surligné en rouge par Cédric, 350 000 €. 350 000 €. J'ai regardé le chiffre. Il ne semblait pas réel. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. C'est ce que vous leur avez transféré directement, Élise, dit Cédric, sa voix douce. Cela n'inclut pas les dîners, les vêtements, les petits cadeaux, la carte de crédit que vous m'avez dit avoir jetée sur la table hier soir. Ce n'était pas de la générosité. C'était un pillage. C'était leurs vacances aux Maldives pendant que je prenais une semaine de congé pour repeindre ma cuisine. C'était la voiture de sport de Grégoire pendant que je prenais le bus. C'était 5 ans de ma vie, de mes primes, de mes heures supplémentaires, converties en chiffres sur un écran. 5 ans où je m'étais privée, où j'avais repoussé mes propres rêves, où j'avais mis ma vie entre parenthèses pour eux. J'ai senti la rage monter, une rage froide et pure. C'est fini. Je coupe tout. Bien sûr, dit Cédric, mais il avait l'air, encore plus mal à l'aise. 350 000 €. Je veux que vous preniez une seconde pour imaginer ça. Ce n'est pas de l'argent abstrait. C'est votre avenir, vos économies, vos propres rêves envolés. Que auriez-vous fait à ma place ? Quelle aurait été votre première réaction en voyant ce chiffre ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai surréagi, ou pas assez. Je tremblais. J'ai dit à Cédric, merci. J'ai besoin de... Attendez, dit-il. Il avait l'air d'avoir peur de me le dire. Élise, j'ai peur que ce ne soit pas le pire. Je l'ai regardé, sans comprendre. Qu'est-ce qui peut être pire que 350 000 €? Il a cliqué sur un autre onglet. J'ai trouvé ça étrange, alors j'ai fait une vérification complète de votre crédit ce matin. Je n'aurais peut-être pas dû, mais... Il a tourné l'écran. Je ne comprenais pas ce que je voyais. 3 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes. Un prêt personnel que je n'avais jamais contracté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont été ouverts il y a 2 ans, dit Cédric, sa voix à peine un murmure. Le courrier, regardez l'adresse de correspondance. 12 rue de la Chapelle, 69 130 Écully. C'était l'adresse de mes parents. La pièce s'est mise à tourner. Non, ai-je dit. Non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. Cédric a secoué la tête. Élise, regardez les soldes. Les 3 cartes étaient presque au maximum de leur plafond. Le prêt personnel aussi. J'ai fait défiler la page, mes yeux refusant de faire le total, mais mon cerveau de gestionnaire de risque l'avait déjà calculé. 60 000 €, ai-je dit dans le vide. 60 000 €. Un trou noir s'est ouvert dans mon estomac. La rage s'est évaporée, remplacée par une nausée froide. Ils ont volé mon identité ? Le mot est sorti, un poison sur ma langue. Ce n'étaient plus mes parents qui avaient besoin d'aide. Ce n'était plus une dynamique familiale toxique. C'était une fraude. C'était un crime. Et là, tout s'est mis en place, comme les pièces d'un puzzle horrible. Grégoire.
L'ancien directeur d'usine, l'homme qui se vantait de savoir comment le système fonctionne. L'homme qui s'était plaint que son propre crédit était fichu après la faillite de son entreprise. L'homme qui savait exactement quels documents falsifier, quelle case cocher. L'homme qui savait que je ne vérifiais jamais mon rapport de crédit complet, trop occupé à travailler pour payer ses factures. Et Martine. Ma mère. Avec ses crises de santé, parfaitement synchronisées. Ses palpitations, chaque fois que je commençais à poser des questions sur l'argent. Elle n'était pas la victime fragile. Elle était le diversionniste. Elle était l'arme émotionnelle, conçue pour me garder distraite, coupable et obéissante pendant que Grégoire siphonnait non seulement mes revenus actuels, mais aussi mon avenir financier. C'était une équipe. C'était un plan. Les 350 000 euros, c'était de l'abus. C'était de l'extorsion émotionnelle. Mais les 60 000 euros? C'était une trahison à un niveau que je ne pouvais même pas concevoir. C'était une préméditation froide. La panique que j'avais ressentie la veille dans le taxi? Elle avait disparu. La culpabilité? Évaporée. Elles étaient remplacées par une clarté froide, dure comme l'acier. Une clarté qui ne laissait place à aucune émotion. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une affaire criminelle. Cédric, dis-je, ma voix méconnaissable, même pour moi. Imprimez tout. Chaque transaction. Chaque demande de prêt. J'ai besoin de tout. Je veux une copie de mon dossier de crédit complet. Élise, qu'allez-vous faire? Son visage était plein d'inquiétude. J'ai relevé la tête. Pour la première fois depuis des années, mes yeux étaient secs. Je n'ai plus besoin de ma psy, ai-je dit. J'ai besoin d'un avocat. Je suis sortie du bureau de Cédric avec une boîte en carton remplie de ma propre vie financière, ou plutôt, de ce qu'il en restait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai marché. Je me suis assise sur un banc place Bellecour, au milieu des touristes et des enfants qui couraient. Je tenais la boîte sur mes genoux comme si c'était une bombe. 60 000 euros de fraude. 350 000 euros d'extorsion émotionnelle. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé ma psy, Madame Faure. Bonjour Élise, je ne m'attendais pas à. J'ai besoin d'un nom, l'ai-je coupé. Ma voix était nette, sans émotion. Un avocat. Pas un avocat de famille pour un divorce. Un avocat spécialisé dans la fraude financière. Un dur. Une requin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, calme et professionnelle. Maître Valérie Durand. Elle est dans le 3e. Je vous envoie ses coordonnées. Et Élise? Oui. Tenez bon. J'ai raccroché et j'ai appelé Maître Durand. J'ai eu un rendez-vous pour le lendemain matin. Le bureau de Maître Durand n'avait rien à voir avec le luxe feutré de chez Vianney. C'était fonctionnel, presque brutal. Des piles de dossiers, une odeur de café fort et de justice. Maître Durand elle-même était une femme d'une 50aine d'années, des cheveux gris coupés courts, des yeux perçants qui semblaient voir à travers mes vêtements, ma peau, et directement le mensonge des 60 000 euros. Je lui ai tout raconté. Le dîner. Les virements. Le plan retraite. Et enfin, la fraude. Je lui ai donné la boîte de Cédric. Elle n'a pas sourcillé. Elle a écouté, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Bien, dit-elle. Oubliez les 350 000 euros. C'est de l'abus de confiance, c'est moral, c'est flou, c'est difficile à prouver. Ils diront que c'était un cadeau. Les 60 000 euros? Ça, c'est une fraude. C'est pénal. C'est notre levier. Un levier. J'aimais ce mot. Que voulez-vous, Élise, m'a-t-elle demandé. Je veux que ça s'arrête. Je veux récupérer mon nom. Je veux qu'il n'ait plus jamais de pouvoir sur moi. Alors voilà ce que nous allons faire, dit-elle. Vous allez devenir une archéologue de votre propre vie. Pendant la semaine qui a suivi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai gelé mes comptes. J'ai contacté les agences de crédit. Et j'ai écouté. J'ai écouté les dizaines de messages vocaux que mes parents laissaient,
maintenant que mes numéros étaient bloqués. Les messages étaient un cours magistral de manipulation. D'abord, la colère. Grégoire, tu es en train de détruire cette famille. Répare ça. Ensuite, la pitié. Martine, on pleure, je ne mange plus, ton père ne dort plus. Tu nous fais du mal, Élise. Puis, la menace. Grégoire, tu vas le regretter. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. J'ai tout sauvegardé. Chaque message vocal était un clou de plus dans leur cercueil. Chaque SMS d'Amandine, maman est à l'hôpital à cause de toi. Elle fait une crise cardiaque. Était une preuve de plus. J'ai appelé l'hôpital. Il n'y avait aucune trace d'une admission au nom de Martine. J'ai rassemblé mon dossier. J'ai appelé Cédric pour obtenir une déclaration sous serment. J'étais prête pour la guerre. Mais je n'avais pas réalisé qu'ils allaient lancer une dernière offensive, la plus sale de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Ils ont dû sentir que les choses changeaient. Que le contrôle leur échappait. Leurs messages restaient sans réponse. Leurs appels allaient directement en messagerie. Le virement du prêt n'était pas arrivé. La panique les a rendus imprudents. Leur désespoir les a rendus vicieux. Lundi soir, une semaine après le dîner, mon interphone a sonné. Une sonnerie longue, agressive. J'ai sursauté. J'ai regardé la vidéo de sécurité. C'était Grégoire. Son visage était rouge, déformé par la rage. « Ouvre, Élise. Ouvre cette porte » hurlait-il dans l'interphone, le son grésillant dans mon appartement. Je suis resté immobile, le cœur battant. Le concierge de mon immeuble est apparu sur l'écran. « Monsieur, vous ne pouvez pas. Je vais où je veux. C'est ma fille. » Mon argent a payé cet immeuble, hurlait Grégoire en essayant de forcer la porte. Le concierge, un homme que je saluais tous les jours, a attrapé son téléphone. « Monsieur, si vous ne partez pas, j'appelle la police. » La menace de la police a fonctionné. Grégoire a reculé, marmonnant des insultes, mais il est parti. 20 minutes plus tard, une feuille de papier pliée a été glissée sous ma porte. L'écriture agressive de mon père, « Tu nous le dois. Répare ça. » J'ai pris une photo du mot et l'ai envoyée à Maître Durand. J'ai mis le papier dans le dossier. Preuve A. Mais le pire était à venir. Le lendemain, mardi matin, je suis arrivé au bureau. Mon chef, Didier, un homme habituellement décontracté, m'a demandé de venir dans son bureau. Il avait l'air gêné. « Élise, asseyez-vous. »« Tout va bien chez vous ?» J'ai senti un frisson me parcourir. « Oui, Didier. »« Pourquoi ?» ?»« C'est que, j'ai reçu un appel. Ce matin. De votre mère. J'ai cru que j'allais vomir. Elle était, très bouleversée, continua-t-il, mal à l'aise. Elle pleurait. Elle m'a dit que vous traversiez une crise nerveuse. Que vous étiez influencé par des gens extérieurs et que vous n'étiez plus vous-même. Elle s'inquiétait que vous ne soyez pas en état de gérer vos responsabilités. Il m'a regardé. Élise, vous gérez des portefeuilles de risque de plusieurs millions d'euros. Je dois vous demander, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai regardé mon chef. J'ai vu le doute dans ses yeux. Ils n'essayaient plus seulement de me récupérer. Ils essayaient de me détruire. Ils essayaient de me faire passer pour folle, pour instable, auprès de mon employeur. Ils attaquaient ma carrière. Mon indépendance. Ma survie. La rage que j'avais ressentie chez Cédric n'était rien comparé à ça. C'était une colère blanche, froide. J'ai respiré profondément. Didier, dis-je, ma voix incroyablement calme. Je vous remercie de votre inquiétude. Ma mère et moi avons un différend familial qui est devenu légal. Je ne suis pas en dépression nerveuse. Je suis en train de gérer une fraude dont je suis la victime. Le mot a claqué dans l'air. Voici le numéro de téléphone de mon avocate, Maître Valérie Durand, ai-je continué en écrivant sur un post-it. Si ma mère,
ou tout autre membre de ma famille, vous appelle à nouveau, je vous serai reconnaissante de leur transmettre ce numéro et de ne plus leur parler. Didier, surpris par mon calme, a pris le post-it. D'accord, Élise. Bien sûr. Quand je suis sortie de son bureau, je savais que le point de non-retour était franchi. Ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient attaqué la seule chose qui me restait. C'était fini. J'allais les anéantir. Je suis allée directement au bureau de Maître Durand pendant ma pause déjeuner. J'ai raconté l'incident avec Grégoire à mon domicile et l'appel de Martine à mon employeur. Un sourire mince, presque imperceptible, a étiré les lèvres de l'avocate. Parfait, dit-elle. Harcèlement. Tentative de déstabilisation. Le procureur va adorer. Elle a tapoté le dossier que j'avais aidé à construire. Nous avons tout. Il est temps de les faire venir. De retour à mon bureau, je me suis enfermée dans une salle de réunion. J'ai respiré profondément, puis j'ai composé le numéro de ma mère. L'appel était sur haut-parleur, et Maître Durand était en ligne avec moi, écoutant et enregistrant. Martine a décroché à la première sonnerie. Sa voix était faible, tremblante. Allô? Élise? Élise, mon Dieu, c'est toi. Bonjour, Martine, ai-je dit. Ma voix était froide, professionnelle. L'utilisation de son prénom a dû la surprendre. J'appelle pour vous informer que j'ai examiné ma situation financière. Oh, Élise, merci, merci. A-t-elle commencé, la fausse fragilité laissant place à un soulagement avide. Je savais que tu comprendrais. Ton père et moi. Je suis prête à avoir une réunion, les jeux coupés. Vous deux. Grégoire et vous. Moi. Et mon avocate. Un silence. Ton avocate? Demain. 10 heures. Au bureau de Maître Valérie Durand. Je t'envoie l'adresse. Sois là. Et amène Grégoire. Mais, Élise, pourquoi une avocate? Nous pouvons régler ça en famille. Nous avons dépassé le stade de « la famille » lorsque vous avez commencé à appeler mon employeur. 10 heures. Si vous n'êtes pas là, nous considérerons cela comme un refus de coopérer, et Maître Durand agira en conséquence. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du pouvoir. Un pouvoir froid, mais propre. Le lendemain, à 9h55, j'étais assise dans la salle de conférence stérile de Maître Durand. Le dossier était posé entre nous. À 10 heures précises, la porte s'est ouverte. Grégoire et Martine sont entrés. Ils n'avaient pas l'air coupables. Ils n'avaient pas l'air effrayés. Ils avaient l'air indignés. Comme si je leur faisais perdre leur temps. Grégoire portait un de ses beaux costumes. Martine, son armure habituelle, foulard Hermès, sac de luxe, et une expression de martyre souffrante. Ils se sont assis en face de moi. Ils me regardaient comme si j'étais une enfant qui avait fait un caprice. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Grégoire s'est éclairci la gorge et a commencé, de sa voix de patriarche condescendant, « Bon, Élise. Ce petit caprice a assez duré. Nous sommes prêts à accepter tes excuses et à... » Il n'a jamais pu finir sa phrase. Monsieur, l'interrompit Maître Durand, sa voix tranchante comme un scalpel. Ceci n'est pas une négociation. C'est une notification. Grégoire l'a regardé, surpris qu'une femme ose lui couper la parole. Maître Durand a fait glisser 2 copies d'un dossier sur la table en bois poli. Voici la copie du rapport de police que nous avons officiellement déposé hier après-midi auprès du procureur de la République pour fraude, usurpation d'identité et abus de confiance. Le mot « police » a changé l'atmosphère de la pièce. L'arrogance de Grégoire s'est fissurée. Le visage de Martine est devenu grisâtre. Elle a détaillé, continua l'avocate, les 60 000 € de prêts et de crédits contractés à votre nom, Élise, sans votre consentement. Nous avons les demandes de prêts, les adresses IP tracées jusqu'à votre domicile à Écully, et les relevés bancaires. Comment osez-vous, a explosé Grégoire, retrouvant sa voix. Il a frappé la table du poing, faisant sauter les verres d'eau. C'est une affaire de famille. C'est un malentendu. Quand vous signez de faux documents de prêt au nom de votre fille,
monsieur, a rétorqué maître Durand sans ciller, ça cesse d'être un malentendu et ça devient une affaire pénale. Le terme technique est faux et usage de faux, point. C'est là que Martine a commencé son numéro. Le grand final. Les larmes ont commencé à couler. Pas les petites larmes de manipulation habituelles. De vrais, gros sanglots. Élise, a-t-elle gémi, tendant une main tremblante vers moi par-dessus la table. Comment peux-tu? Tes propres parents. Tu nous enverrais en prison? Après tous les sacrifices que nous avons faits? Après que je t'ai porté pendant 9 mois? Nous avions juste besoin d'un peu d'aide. Tu en as tellement. Et voilà. La bombe émotionnelle. L'arme nucléaire qu'ils avaient utilisée sur moi toute ma vie. J'ai attendu. J'ai attendu la vague familière de culpabilité, le besoin de la consoler, de dire « Non, maman, ne pleure pas, je vais arranger les choses ». J'ai attendu, et rien. Absolument rien. J'ai regardé ma mère pleurer. J'ai regardé son maquillage couler. Et je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu une co-conspiratrice. J'ai vu la femme qui m'avait menti, m'avait manipulée, et avait appelé mon patron pour me faire passer pour folle. L'arme était déchargée. J'ai regardé maître Durand. J'ai fait un seul et unique signe de tête. Le spectacle était terminé. L'heure du verdict avait sonné. Maître Durand a hoché la tête, comme si elle avait lu dans mes pensées. Elle a ignoré les sanglots de Martine. Comme je le disais, a-t-elle repris, le rapport est déposé. Le procureur est très intéressé par cette affaire, surtout après vos tentatives de harcèlement et d'intimidation. Le visage de Grégoire est passé du rouge à un violet inquiétant. Cependant, a poursuivi l'avocate, Élise est votre fille. Elle ne souhaite pas voir ses parents en prison. Un éclair d'espoir, ou peut-être de triomphe, a traversé le regard de mon père. Il pensait qu'il avait gagné. Elle est prête à parler au procureur, a dit maître Durand, et à plaider pour une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général, à une condition. Elle a sorti un autre document. Remboursement immédiat et intégral des 60 000 € de dettes frauduleuses. Grégoire a éclaté d'un rire amer. Nous n'avons pas 60 000 €. Vous le savez. C'est pour ça qu'on. Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il allait admettre. Non, a dit maître Durand. Vous n'avez pas 60 000 € de liquidité. Mais vous avez un actif. Elle a fait glisser un troisième jeu de documents sur la table. Un contrat de mise en vente. Vous allez mettre votre maison d'Écully sur le marché. Aujourd'hui. La vente sera gérée par un séquestre que j'ai déjà contacté. Le produit de la vente remboursera d'abord les 60 000 € de dette. Le reste, s'il y en a, vous sera versé. Le silence qui a suivi était total. Plus de pleurs. Plus de colère. Juste le vide. Vous ne pouvez pas, a murmuré Martine. Notre maison. Notre statut. Nos amis? Ce mot. Statut. C'était tout ce qui comptait. Plus que leur fille. Plus que l'honnêteté. C'est très simple, a dit maître Durand. Soit vous signez ce contrat de vente, et Élise demande la clémence. Soit vous ne signez pas, et je passe un appel au procureur cet après-midi pour lui transmettre les preuves de harcèlement sur le lieu de travail et à domicile. Et vous risquez la prison ferme. Grégoire m'a regardé. Pour la première fois, je n'ai pas vu de colère. J'ai vu de la haine pure. Parce que je l'avais battu. Sa main a tremblé en prenant le stylo. Martine sanglotait, sa tête dans ses mains. Tais-toi, Martine, a-t-il grogné. Il a signé. Violemment, déchirant presque le papier. Ils se sont levés. Vaincus. Nous allons vivre, a murmuré Martine. Je me suis levée aussi. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie et l'homme qui m'avait volé mon avenir. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Ils sont sortis du bureau, non pas comme mes parents, mais comme des criminels condamnés. La guerre était finie. Mais à quoi ressemble la paix, après ça? La paix, j'ai appris, ne ressemble pas à une fanfare. Elle ressemble à une respiration régulière. Elle ressemble à un matin où l'on se réveille sans une boule d'angoisse dans l'estomac.
18 mois ont passé. Je suis debout sur mon balcon, une tasse de café à la main. Je ne regarde pas les jardins chics et étouffants du 6e arrondissement. Je suis dans mon nouvel appartement, un T3 lumineux à la Croix-Rousse. La vue s'étend sur tout Lyon, une tapisserie de toit en tuiles et de lumière. Ce n'est pas le luxe ostentatoire. C'est la vraie vie. C'est à moi. La maison d'Écully a été vendue en moins d'un mois. Les 60 000 € de dettes frauduleuses ont été effacés de mon dossier. Mon crédit est revenu à la normale. La justice, j'ai découvert, est une excellente experte en réparation de crédit. L'argent qui restait, après le remboursement de leur propre prêt, n'était pas beaucoup. Assez pour une caution dans un petit appartement. Maître Durand m'a appelé la semaine dernière. Le procureur a accepté leur plaidoyer, compte tenu du remboursement complet. Ils ont eu une peine avec sursis et une obligation de service communautaire. Et un casier judiciaire. J'ai appris par Simon que Grégoire, l'ancien directeur d'usine, met en rayon des produits dans un carrefour à Villeurbanne. Son casier l'empêche de trouver autre chose. Martine travaille à temps partiel à la caisse du même magasin. Leur cercle social ? Évaporé. La chute de statut social a été plus brutale que n'importe quelle peine de prison. Je n'ai ressenti aucune joie en apprenant cela. Juste, du calme. Ce soir, c'est ma pendaison de crémaillère. L'appartement est rempli de rire. Simon et Léa sont là, ils préparent des cocktails dans ma cuisine. Mon chef, Didier, est là. Ma psy, Madame Faure, est même passée me déposer un cadeau. Mon ancienne vie et ma nouvelle vie, toutes mélangées. La sonnette retentit. J'ouvre la porte. C'est Amandine. Je la reconnais à peine. Fini les vêtements de marque, le maquillage parfait. Elle porte un jean, un simple pull. Elle a l'air fatiguée, mais réelle. Elle tient maladroitement une bouteille de vin. Un coteau du Lyonnais. Élise, dit-elle, sa voix basse. Je sais que je n'aurais pas dû. Amandine, dis-je. J'ai apporté ça. Elle me tend la bouteille. Je vois l'étiquette de prix, à moitié arrachée. 15 €. Je sais que ce n'est pas 15 000 €, murmure-t-elle, et ses yeux s'emplissent de larmes. Mais c'est la première bouteille que j'ai achetée avec mon propre salaire. Je travaille dans un café. Elle me regarde. Je suis en thérapie, Élise. J'apprends. Je suis tellement désolée. Pour tout. Ce n'était pas 15 000 €. C'était 15 €. C'était tout. L'ancienne moi l'aurait prise dans ses bras. L'ancienne moi aurait dit, ce n'est rien, c'est oublié. La nouvelle moi l'a regardée longuement. Merci d'être venue, Amandine, dis-je. Et je me suis écartée pour la laisser entrer. Ce n'est pas un pardon total. Ce n'est pas l'oubli. C'est une porte entr'ouverte. Selon mes termes. Plus tard dans la soirée, je sors sur le balcon. Mon téléphone vibre. Un email. Expéditeur, Martin H. Je le supprime sans l'ouvrir. Je ne suis plus un plan retraite. Je ne suis plus un distributeur automatique. Je suis juste Élise. Et je suis libre. Mon histoire est terminée, mais je sais que je ne suis pas la seule. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre survie ? Avez-vous déjà dû fixer des limites impossibles, même si cela vous brisait le cœur ? Partagez vos histoires, vos expériences, dans les commentaires. Nous sommes plus forts lorsque nous partageons. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même dû vous battre pour votre indépendance financière et émotionnelle, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Prenez soin de vous.